conduit-elle à reconsidérer la science économique? Disons-le tout de suite, personne n'avait prévu la crise. Personne n'avait même imaginé qu'elle puisse se produire sous cette forme et avec une telle ampleur. Et donc on peut douter aujourd'hui de la capacité de la science économique à expliquer la réalité. Et comme l'économie moderne repose sur les mécanismes de marché, la crise peut aussi ébranler chez beaucoup de nos concitoyens la confiance dans l'économie de marché. Alors face à ces interrogations, face à ces doutes, je vais présenter aujourd'hui quelques réflexions qui sont personnelles, sans dissimuler les questions qui se posent, à mon avis, et les incertitudes auxquelles nous devons faire face. Dans le débat scientifique et dans la discussion publique, il faut distinguer, je crois, trois questions. L'économie de marché est-elle efficace? Est-elle stable? Est-elle juste? Je vais laisser de côté la question de la justice, elle est trop importante pour être traitée aussi rapidement, et donc je me contenterai de la question de l'efficacité et de la stabilité. D'abord, quelques définitions. L'efficacité d'une économie, ça se mesure à sa capacité à bien allouer les ressources, à identifier en permanence les besoins des agents économiques et à les satisfaire au moindre coût. La stabilité, c'est un concept différent. Une économie est stable si elle revient à l'équilibre après un choc ou si elle ne connaît pas la crise, bien sûr. La prospérité d'une économie dépend d'abord de son efficacité. Faire les bons investissements, les bons choix technologiques, savoir optimiser l'organisation de la production, éviter les gaspillages, tout cela crée de l'emploi, favorise la croissance. Mais la stabilité compte aussi. Des déséquilibres trop fréquents, trop marqués, créent de l'incertitude, ont des effets qui peuvent être irréversibles, réduisent la consommation, réduisent les capacités de production. Et la crise actuelle en est l'illustration. Elle se traduit par une perte considérable de ressources, une montée du chômage et un déclassement de nombreux investissements. Les marchés sont en général considérés comme favorisant l'efficacité économique. Bien sûr, ils comportent des défaillances que l'action publique doit corriger. Mais hormis un très petit nombre de pays, la Corée du Sud, Cuba, deux pays enfoncés dans l'extrême pauvreté, il n'existe plus aujourd'hui dans le monde d'économie dirigée. Donc globalement, tout le monde s'accorde à penser ou à considérer que les économies de marché sont efficaces. Et sont-elles aussi naturellement stables? La crise a prouvé l'inverse. Elle nous a montré que les économies de marché sont instables, peut-être même fondamentalement instables. Nous le savions déjà, il y a eu d'autres crises, mais nous l'avions oublié. Nous avons traversé presque 2 décennies de croissance exceptionnelle, régulière, et ceci en l'absence d'inflation. Nous avons cru avoir trouvé les recettes de politique économique nous garantissant la stabilité pour toujours. Alors, la science économique aurait dû nous détromper. Et au contraire, elle nous a confortés dans nos illusions. Que s'est-il donc passé? Depuis 3 décennies, l'analyse économique s'est développée sur un corps d'hypothèses et de principes qui étaient fondés sur la rationalité absolue des agents économiques et l'efficience totale des marchés financiers. Avec ces hypothèses, efficacité et stabilité coïncident naturellement. Et en particulier, il n'y a pas d'instabilité financière, puisque les investisseurs rationnels ont intérêt à acheter quand les prix sont trop bas, intérêt à vendre quand les prix sont trop hauts. Ils ramènent donc les prix et les marchés vers leur niveau d'équilibre fondamental. Donc il n'y a pas de bulle financière. Le crédit est correctement attribué parce que la solvabilité de chaque agent économique peut être précisément évaluée. Tous les emprunteurs solvables trouvent des financements. La liquidité est toujours présente en quantité suffisante. Et de même, dans un tel environnement, il n'y a pas de volatilité économique. Laissée à elle-même, une économie de marché ne connaît pas la crise, même frappée par des chocs, elle revient à l'équilibre après un délai plus ou moins long.
L'expérience, évidemment, a montré ce qu'il en était. Nous avons vu se développer au cours des 2 années de crise des enchaînements cumulatifs, des comportements mimétiques, des assèchements de liquidités, une paralysie totale de certains marchés, une grande incertitude sur les valorisations, une opacité des structures et des produits, tous ces phénomènes qui contredisent absolument l'hypothèse d'efficience. Et nous avons vu l'activité économique chuter brutalement, sans retour spontané à l'équilibre. Alors, comment la théorie et la réalité peuvent-elles ainsi diverger? Depuis 30 ans, l'analyse macroéconomique et celle des marchés financiers ont beaucoup gagné en rigueur intellectuelle, en cohérence formelle, grâce à la modélisation poussée du comportement des agents économiques et du fonctionnement des marchés. Et je ne remets pas en cause cette modélisation, elle est indispensable, mais il est clair que même très puissantes, les techniques disponibles ne permettent pas de bien représenter une réalité économique qui est complexe. Il y a donc un choix à faire entre rigueur formelle et réalisme. L'analyse économique a fait le choix, au fond, de la rigueur totale. Mais ce choix s'est nécessairement accompagné d'une simplification extrême dans la description des comportements individuels et dans la description du fonctionnement du marché. Par exemple, les modèles macroéconomiques que nous utilisons aujourd'hui font très largement l'impasse sur les variables financières, sur le fonctionnement des marchés de capitaux, ainsi que sur le rôle et l'évolution du crédit. Et ce parti pris a bien sûr joué un grand rôle dans l'incapacité à décrire la crise ou même à envisager son éventualité. La science économique est donc confrontée à un examen de conscience et à un défi que je crois assez redoutable. Il lui faut d'une part viser à décrire le monde tel qu'il est, avec toute sa complexité, et d'autre part, bien sûr, conserver une rigueur analytique et conceptuelle. Pour être franc, je crois que tout le monde ignore aujourd'hui comment ce dilemme, comment cette tension sera résolue, et il faudra probablement de longues années pour y parvenir. Mon intuition est que notre vision théorique de la finance sera profondément bouleversée. Nous avons déjà changé notre approche de la régulation financière. Pourquoi? Implicitement, dans de nombreux pays, la référence était celle du marché efficient. Donc la régulation, quand elle existait, devait donc simplement viser à éliminer les obstacles à l'efficience et à se rapprocher le plus possible du modèle idéal. Et donc surtout, à ne pas interférer avec le marché. C'était une réglementation par touche légère, de light touch, comme nous disions. Aujourd'hui, l'approche est inverse. On postule la non-efficience et on en tire les conséquences. Renforcement de la robustesse, changement des incitations, par exemple toutes les règles sur les rémunérations, supervision des acteurs non bancaires qui n'étaient pas régulés, supervisés avant. Et au-delà, malgré cette incertitude théorique, nous devons continuer à conduire des politiques économiques en tirant si possible les leçons de la crise, et je voudrais ici faire 2 remarques. D'abord, nous savons maintenant que l'économie de marché est instable. La conséquence qui s'impose, c'est qu'il faut renforcer notre capacité à faire face à cette instabilité. Et donc, il faut des économies plus robustes. En simplifiant, il faut installer partout où nous pouvons des coussins pour absorber les chocs. Des coussins budgétaires qui doivent permettre de soutenir l'activité en cas de crise sans conduire à des niveaux insoutenables de dette. Et donc, il est prioritaire de consolider nos finances publiques pour regagner des marges de manœuvre. De la même façon, nous allons aussi constituer des coussins dans le système financier, en augmentant les exigences en capital des banques, d'autres acteurs. Deuxième remarque. Dans la remise en cause de la science économique, il ne faut pas nous priver des avancées considérables que nous avons réalisées depuis 30 ans. Et je prendrai un exemple important. L'hypothèse dite des anticipations rationnelles. Poussée à l'extrême, elle est probablement irréaliste. Mais l'intuition fondamentale reste juste. Les anticipations jouent un grand rôle dans la vie économique.
les agents économiques, vous, moi, se tournent vers l'avenir pour prendre leurs décisions, et ils ne se trompent pas toujours, ils ne se trompent pas systématiquement. D'ailleurs, toute la politique monétaire contemporaine est fondée sur ce constat. L'inflation réelle que nous vivons est déterminée par les anticipations qui ont eu lieu avant qu'elles se produisent ou qu'elles ne se produisent pas. Et pour atteindre la stabilité des prix, il faut que nous disions ancrer ces anticipations. Ancrer, ça veut dire que les gens aient confiance et soient convaincus, soient persuadés que l'inflation sera modérée, que les prix seront stables dans les trimestres et les années à venir. Et ceci, c'est ce qui justifie l'indépendance des banques centrales. Parce que cela met la politique monétaire à l'abri des contraintes du court terme. L'expérience a été très réussie. Dans tous les grands pays, l'inflation paraît désormais vaincue. Bien sûr, la crise a montré que la stabilité des prix n'était pas une condition suffisante pour la stabilité financière. Pour autant, c'est certainement une condition nécessaire. J'espère que vous me permettrez de conclure ces brèves réflexions par un modeste plaidoyer en faveur des banques centrales, dont l'indépendance ne les a pas empêchées, comme vous le savez, de se mobiliser très activement pour combattre la crise et de tenter d'en limiter les effets. Merci beaucoup, bonne journée à tous.